La société est fragile et les temps sont durs. Les risques d'une crise financière mondiale sont réels. Il y a peu, à Chypre, au sein même de l'Union européenne, tous les déposants ayant un compte de plus de 100 000 € ont perdu, sur une simple décision gouvernementale, près de 60% de leur épargne. Pour éviter de vivre pareille situation, mettez vos idées à l'abri. Car à TV Liberté, nous formons une communauté solide. Un zoom du jour avec un habitué des plateaux de TV Liberté, c'est Jean-Michel Vernochet. Bonjour monsieur. Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Je le rappelle, Jean-Michel Vernochet est journaliste et essayiste. Il est aujourd'hui venu sur notre plateau pour nous présenter son dernier ouvrage, Jean-Michel Vernochet, La France en flammes, des Gilets jaunes à Notre-Dame de l'Apocalypse. C'est édité aux éditions des Cimes. Cher Jean-Michel Vernochet, vous commencez par expliquer l'action du président de la République, Emmanuel Macron. Selon vous, elle répond à un véritable cahier des charges, cette action présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cahier des charges ? Ce cahier des charges, c'est réaliser l'Europe fédérale, abolir définitivement les frontières, appliquer le principe du libéralisme qui est l'essence même de la Révolution française. D'ailleurs, c'est laisser faire, laisser passer. On laisse passer les hommes, on laisse passer les marchandises, on laisse passer les idées. Sauf que tout cela on n'a pas encore tout à fait compris que c'est une utopie, que sur le papier c'est très joli, c'est très élégant, c'est très esthétique, mais dans la réalité, pour que en haut il y ait cette liberté absolue, on le voit que les porte-conteneurs tournent autour de la planète en permanence. Il faut qu'en bas on établisse un pouvoir coercitif. Les Gilets jaunes sont les gens qui sont écrasés par cette forme d'économie qui ne s'intéresse plus à l'homme, d'ailleurs qui n'a plus en aucun cas... Mais est-ce qu'on est vraiment, Jean-Michel Vernochet, dans un régime libéral à une heure où l'État français n'a jamais été aussi puissant ? N'a jamais autant coûté aux citoyens français. La question est excellente. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Pour qu'il y ait cette liberté abstraite, générale, et en tout cas qui est la liberté des grands groupes mondiaux, mondialisés, des transnationales, des multinationales, il faut que la base, la France profonde, le pays réel, se taise, paye ses impôts d'ailleurs, parce qu'il faut éponger la dette. Il faut bien que quelqu'un continue à assurer la production matérielle, la production de richesses matérielles. Marx avait bien vu ça dans son manifeste de 1848. Il parlait des classes moyennes. Alors maintenant, les classes moyennes, en fait, c'est l'ouvrier qualifié, non pas l'ouvrier spécialisé, le manœuvre, mais l'ouvrier qualifié, et ça monte jusqu'aux professions libérales, qui manifestent que dans la rue à propos de leur retraite comme de vulgaires gilets jaunes. Et Marx avait bien vu qu'il y avait les deux pierres de la meule, le collectivisme, donc le communisme d'un côté et l'hypercapitalisme de l'autre, qui broyaient ces classes moyennes qui étaient appelées à disparaître. Il l'a écrit en toutes lettres. Lisez ce texte fondateur qui est le manifeste du Parti communiste de 1848, et vous comprendrez tout à l'économie moderne ou actuelle. Alors, je récapitule un petit peu donc ce cahier des charges qu'est en train d'appliquer Emmanuel Macron. C'est donc cette immigration de masse, une démographie abortive, une justice sous influence. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans votre ouvrage. La vente du patrimoine industriel de l'État et également même du patrimoine culturel. Qui sont les instigateurs, Jean-Michel Vernochet, de ce cahier des charges ? Alors, ce cahier des charges, ce sont à la limite, c'est les idées, des idées qui ne sont pas devenues folles, mais qui se développent. C'est comme une sorte de gaz qui occupe de plus en plus de places à travers l'espace. Il y a une logique des événements. Et cette logique, les hommes sont aussi prisonniers de cette logique. Mais il y a des hommes, bien entendu, qui sont les relais de ces idées, qui en sont les promoteurs. On les trouve dans les fameux think tanks américains, donc les fondations, les groupes de réflexion où s'élabore la théorie de l'hypercapitalisme. C'est aussi bien l'école de Chicago qui a théorisé cela, de Milton Friedman, prix Nobel, et de son fils qui lui était
est devenu libertarien, c'est pas tout à fait. Mais Milton Friedman avait théorisé, par exemple, que on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et donc cette transformation, cette grande mutation, cette grande libéralisation de l'économie entraînerait des phénomènes de délinquance, même d'hyperdélinquance. Mais il disait c'est le prix à payer. Et ben maintenant, c'est ce que l'on dit quand des policiers se font suriner au cœur même de la préfecture de police. On dit c'est le prix à payer pour la société multiculturelle, pour la diversité. Tout ça sont des accidents, mais j'ai entendu sur LCI ou BFM textuellement de dire il faut nous y habituer. C'est une sorte de fatalité, ça fait partie des choses. Sauf que à la base, la France profonde, elle, s'habitue pas à faire 40 km pour aller à l'épicerie. Et alors, vous expliquez dans votre ouvrage que les objectifs de ce cahier des charges sont à terme la destruction des nations, l'installation d'euro-régions, puis une république universelle. Mais on a quand même aujourd'hui un peu du mal à voir où est cette république universelle. Comment elle se fabrique aujourd'hui sous nos yeux, Jean-Michel Vernochet ? Elle se fabrique de facto, mais son ascension n'est pas irrésistible, elle est résistible d'une certaine façon, puisque l'euro-région, vous voyez à quel point l'Europe, qui est une euro-région et qui est au fond non pas la matrice, mais qui est le laboratoire de la mondialisation, se fait difficilement. L'Europe, curieusement, c'est une énorme masse démographique de plus de 400 millions d'âmes, mais c'est aussi la première puissance économique mondiale si on regroupait toutes les économies européennes. Mais il y a des résistances, il y a au fond des hommes qui veulent bien se confédérer, faire une confédération d'ailleurs, ou traiter au niveau horizontal. Airbus en est un exemple, Ariane Espace en est un autre, faire des coopérations horizontales, confédérer leurs efforts, avoir peut-être des moyens de défense, faire une Europe puissance, mais sans renoncer à ce dernier refuge des communautés humaines et qui sont qui sont les nations. Qui sont les nations. Et ces nations sont des unités administratives, non pas à échelle humaine, mais qui sont des communautés viables produites par l'histoire. Alors ça évoluera peut-être, mais le grand drame aujourd'hui, c'est que des théoriciens de la société ouverte, comme Monsieur Soros, veulent aller à marche forcée, comme Monsieur Lénine voulait à marche forcée. Alors, quand on veut faire entrer les chevilles rondes dans des trous carrés, comme ça ne s'enfonce pas, il faut donner des coups de marteau dessus. C'est ce que ces gens essayent de faire. Alors, on voit bien que les États-Unis échouent dans leur démarche, puisqu'ils font des guerres qui sont des guerres de conquête. Bien sûr, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a les couloirs énergétiques qui sont là derrière. C'est pour la démocratie. Mais c'est pour la démocratie. Il fallait libérer, c'était extraordinaire, il fallait libérer les femmes irakiennes, les enfants irakiens, mais la pauvre armée américaine, qui a été la grande cocu dans cette affaire, qui croyait apporter la démocratie, c'est que les femmes étaient libres en Irak. Il y avait des ministères entiers qui sont gérés et occupés par des femmes, et même par des femmes chrétiennes. Alors bien sûr, il y a quand même il y avait la tribu ou la grande famille Tikriti qui coiffait tout ça. Mais est-ce que, Jean-Michel Vernochet, vous pensez qu'on peut faire un parallèle entre justement ce dont vous êtes en train de parler, à savoir la reconfiguration par les États-Unis du monde arabe et ce fameux cahier des charges d'Emmanuel Macron ? Alors, la reconfiguration du monde arabe échoue. Est-ce que ça marche pas ? C'est les mêmes objectifs, ces reconfigurations de régions, de continents. Mais tout ça, c'est un élément, un segment, un sous-ensemble d'un ensemble général. Et on voit bien que M. Macron marque le pas aussi. M. Macron, là, est tout à fait au bord, non pas du précipice, mais de l'échec. Je voyais chez moi à la campagne, dans la France très profonde, il y a des gens de bon sens qui me disent, je disais, mais au bout du quinquennat de M. Macron, nous serons arrivés à 5 millions de nouveaux Français, de migrants, immigrés, légaux, non légaux. Il me dit, t'en fais pas, ça n'arrivera pas, on n'ira pas jusque-là. On n'ira pas jusque-là. Donc beaucoup de gens pensent que le système, on pense à un crack comme M. Rousset sur boulevard Voltaire, à un crack économique qui est tout à fait possible, mais il peut y avoir aussi un crack politique. Après tout, l'effondrement de l'Union soviétique, c'était économique, mais c'était aussi surtout politique.
Tout ce maelstrom de ces derniers mois et même de ces dernières années et même de ces dernières décennies ont donc abouti à la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron assure aujourd'hui être le seul responsable de ce malaise. Oui, responsable mais pas coupable. Comme d'habitude, c'était Georgina Dufoy qui avait dit ça à propos du sang contaminé. C'est un peu le cas de M. Castaner. Je suis responsable de ce malaise. M. Macron est un homme qui a des idées fixes, qui quand même a le visage qui se durcit un peu. Il ressemble à M. Valls à une certaine époque. Comediante, aurait dit le pape à Bonaparte. Quand je le regardais dans la cour de la préfecture de police, il prenait un air tragique. On sent cet homme a pris des cours de théâtre. Il a un cahier des charges, il sait qu'il se recasera, de toute façon. Encore qu'il ne faudrait pas qu'il échoue de façon trop éclatante. C'est pour ça qu'il ne peut pas mettre à la porte M. Castaner, même s'il en avait la velléité. Monsieur Macron sait ce qu'il doit faire, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que, au fond, il se heurte à un mur et même il risque de se fracasser sur ce mur qui est le mur de la réalité. Vous évoquez également, Jean-Michel Vernochet, l'indélébile péché originel de la France pour stigmatiser les Gilets jaunes et plus généralement la France profonde. C'est quoi ce péché originel ? Le péché originel, c'est que la France ne se reconnaît plus elle-même. Le monde moderne, le socialisme, c'est une sorte de christianisme devenu fou. La France profonde est soumise. Alors, Soumission, le nom du livre de... c'est pas Houellebecq, si, c'est Houellebecq. Non, je confondais avec Renaud Camus. Et soumise au politiquement correct. Il y a une sorte de chape de plomb qui pèse sur la tête des Français. Ils sont soumis. On se soumet de plus en plus. On se soumet... quand on répond sur la toile à des robots qui nous imposent leurs règles de robots, ils font de nous-mêmes des robots. Nous pensons comme des robots. Et puis, il y a 30, 40 ans de lessivage intense et quotidien du cerveau par la télévision. Ça fait beaucoup de mal. Plus belle la vie. Vous les appelez les caïds des banlieues, Jean-Michel Vernochet. Comment vous expliquez que ces jeunes des quartiers populaires n'aient pas pris part à la mobilisation des Gilets jaunes ? Parce que la France profonde, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont pas dans les campagnes. Ces jeunes gens, et puis ils se réservent peut-être pour après. Au fond, ce sont des corporatistes. Ils ont des revendications catégorielles. Quand ils auront envie d'embraser les banlieues, ils les embraseront. C'est clair, mais le combat de la France profonde, c'est pas leur combat. D'ailleurs, on l'a vu dimanche dernier, tous les musulmans auraient dû être là dans la grande manifestation contre la PMA. Où étaient les musulmans ? Je ne parle pas des Maghrébins, des gens d'origine maghrébine, etc., mais des musulmans pratiquants. Ils auraient dû s'associer aux catholiques, s'ils avaient été véritablement français. Ces manifestations des Gilets jaunes seules ne débouchent sur rien. En tout cas, c'est le constat qu'en a fait Éric Drouet, l'un des Gilets jaunes. Il appelle désormais à de vraies actions de blocage, par exemple de sites de production de l'économie française. On pourrait bloquer aussi le périphérique, par exemple. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un blocage, par exemple, des accès autoroutiers de la capitale mettrait le gouvernement à genoux ? En une semaine, si Paris n'est plus approvisionné, Paris est en ébullition. Surtout avec le tiers-monde importé par Madame Hidalgo, qui a endetté la ville de Paris pour exercer des droits de préemption sur les logements à vendre, pour en faire des logements sociaux. Donc une partie de la clientèle de Madame et des habitants de Paris aujourd'hui sont des gens exogènes ou allogènes. Donc oui, il faudrait des actions réelles. Et puis dans le premier tome que j'ai publié, l'insurrection Gilets jaunes, l'insurrection civique, il y avait, si je me souviens bien, non pas un catalogue, mais un ensemble 24 mesures d'urgence à prendre pour remettre un peu les choses à l'endroit, si tant est que c'est possible. Mais vous savez très bien... Vous imaginez pas que le gouvernement enverrait l'armée s'il y avait vraiment des blocages persistants ? L'armée, c'est vrai que c'est une armée de mercenaires aujourd'hui. Ce ne sont plus des conscrits.
Contrairement à ce que l'on pense, M. Chirac n'a pas aboli le service national, il l'a simplement suspendu. Donc on peut rétablir la conscription, envoyer les gens du Nord mater les gens du Sud, et comme ça s'est toujours produit. Oui, l'armée, mais le malaise est tel. Là, regardez, il y a un embryon de manifestation des policiers, il n'est pas sûr que les policiers suivront éternellement, même s'ils ont aujourd'hui encore un bœuf sur la langue. Vous évoquez évidemment dans votre ouvrage, Jean-Michel Vernochet, l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui fait partie, en tout cas cette destruction de l'église, à proprement parler, d'une manière générale, fait partie pour vous de ce cahier des charges qui est en train de remplir, d'appliquer le président de la République. Et qu'est-ce que vous pensez de l'enquête pour destruction involontaire par incendie qui a été lancée à la suite de l'incendie? Dans quelques minutes après le début de l'incendie, enquête sur... voilà. Alors M. Macron n'a pas craqué l'allumette, ni allumé le mégot, puisque paraît-il, au résultat de l'enquête, c'est un mégot qui aurait mis le feu à cette forêt pétrifiée de 100 mètres de long qui s'est embrasée en quelques 20 minutes. Je n'ai pas rencontré une seule personne qui ne soupçonne pas, qui ne pense pas, qui ne présume pas que cet incendie n'ait une origine criminelle. Pour vous, c'est sûr, des individus se sont rendus sur les lieux et ont utilisé ce que vous appelez la thermite, en ont enduit... Éventuellement. Pour... Éventuellement. Il y a eu, paraît-il, un badigeon qui a été passé sur les poutres quelque temps. On ne connaît pas la composition chimique de ce badigeon. Maintenant, ce sont des gens extrêmement bien organisés. Ce sont de vrais professionnels, de vrais techniciens. Ce ne sont pas des islamistes salafistes ou takfiristes. Certainement pas. Parce que tout de suite, on a essayé de diriger... Vous évoquez cette notion d'état profond. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que ça recouvre, cette c'est l'État dans l'État. Si vous lisez, par exemple, Léon Daudet, Panorama de la Troisième République, il parle de la sécurité générale, qui était une police dans la police. On découvre, à l'occasion de cette tragédie ou de ce drame de la préfecture, qu'il y a un service de renseignement. On pensait que les services de renseignement étaient centralisés, étaient repérés, mais qu'il y avait un véritable... au sein de la police judiciaire. L'État profond, c'est aussi une certaine continuité de l'État qui, par-delà les mouvements de la démocratie parlementaire, des renouvellements d'élus, de représentants, assure la permanence de l'État. Et c'est, par exemple, M. Nunez, à côté de M. Castaner, qui, lui, est un véritable professionnel, qui est le véritable patron, au fond, peut-être, de la boutique, parce qu'il connaît sa marche. Cet État profond, la notion est née en Turquie. Il y avait un État, il y a un État derrière l'État, c'était l'armée, certains clans mafieux de l'armée qui trafiquaient la drogue en Turquie. Puis l'État profond, la notion a été appliquée aux États-Unis. Alors l'État profond regroupe les représentants des grandes entreprises enfin du complexe militaro-industriel, de la chimie, ceux qui font élire les présidents, quoi. Voilà, ceux qui assurent véritablement la base même, le lest du pays. J'ai vu une fois M. Clinton passer devant moi avec sa voiture et il y avait les portes des vannes étaient ouvertes avec des hommes avec des mitraillettes. J'avais vraiment l'impression de voir passer un chef mafieux. L'impression que ça m'a donné, et l'État profond, au fond, on voit bien que M. Trump n'a aucune marge de manœuvre, par exemple, qu'il y a un État derrière l'État. Alors on dit le Congrès, la légalité du Congrès, mais il faut voir qui paye les gens qui sont élus au Congrès, hein, les sénateurs et les représentants, et la Chambre des représentants. Il y a de l'argent, du gros argent, il y a des groupes de pression, ce qu'on appelle des lobbies aussi, qui sont tout puissants aux États-Unis et qui ont pignon sur rue, contrairement à chez nous où on est honteux. On avait des mercenaires, mais il fallait pas qu'il y ait de mercenaires, tandis qu'aux États-Unis il y a des armées privées et des armées extrêmement puissantes qui comportent des dizaines de milliers d'hommes. Ceux qui aujourd'hui en Irak ou en Afghanistan, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de contracteurs, c'est-à-dire que l'Amérique assure sa présence non seulement par exemple en Irak avec ses 30 000 soldats, mais avec les dizaines de milliers de contracteurs qui sont sur le terrain.
J'aimerais qu'on revienne en France avant de terminer l'entretien, Jean-Michel Vernochet. Rapidement, à peine l'incendie terminé, le président Macron avait affirmé qu'il allait reconstruire Notre-Dame encore plus belle. Là-dessus, une centaine de projets ont fait irruption, pour certains complètement délirants. Est-ce que vous pensez vraiment que les autorités vont transformer Notre-Dame en une espèce de pompe à fric pour touristes? Est-ce que vous y croyez vraiment? Écoutez, ils le voudraient. Déjà, je crois que le parvis devant Notre-Dame est interdit. On ne peut pas dire de messe sur le parvis. Je pense qu'on a l'impression d'excaver ce parvis pour d'y mettre une dalle de verre pour qu'il y ait des galeries commerçantes en dessous. C'est vrai que Notre-Dame attire 10, 11, 12, 13 millions de visiteurs chaque année et qu'il y a un gisement, il y a un filon économique considérable. Maintenant, parole, Monsieur Macron parle, les paroles s'en vont, s'envolent. Madame Hidalgo voudrait que ça soit aussi fait pour les Jeux Olympiques, mais on en est encore à l'état de ne pas savoir si la voûte va s'effondrer ou non. Et Jean-Michel Vernochet, c'est ma dernière question, est si la seule issue pour le pouvoir de relancer l'économie et de calmer la colère populaire, c'était une guerre avec l'Iran que beaucoup pensent imminente? Alors, je ne sais pas si elle est imminente. Le Pentagone traîne les pieds. Le Pentagone, ce sont des réalistes. Ils savent ce que ça coûte. Ils savent les forces qu'il faut engager. L'Iran, c'est un pays d'environ 70 millions d'habitants qui sont, à l'occasion, même s'ils sont gangrénés par la modernité, par le modernisme, sont extrêmement patriotes. La religion chiite est une religion du martyr. Les Américains auront fort à faire. Et puis l'Iran, technologiquement, est armé. Je ne dis pas surarmé, mais il y a eu des échanges pendant des dizaines d'années avec la Corée du Nord. Donc l'Iran a développé un système balistique considérable. C'est ça qui est remis en cause d'ailleurs par les États-Unis, par l'État profond américain. C'est pas l'accord de 2015 sur le nucléaire, sur le contrôle du nucléaire, qui était parfaitement appliqué par l'Iran. C'est en fait le programme de missiles balistiques de l'Iran. C'est ça qui est en jeu et ce dont on parle assez rarement. Donc oui, la guerre est toujours une issue. Donc la guerre n'est pas probable, mais elle est toujours possible. C'est une carte à jouer. Et on sait que certains n'hésiteront pas à la jouer et même poussent à la jouer aux États-Unis. En France, beaucoup moins. Et ça, il faut mettre ça à l'actif de M. Macron qui freine plutôt. C'est pourquoi on s'est interrogé sur les causes de l'incendie de Lubrizol à Rouen. On s'est demandé si ce n'était pas un signal fort envoyé à la présidence de Paris pour lui rappeler qu'il n'était pas le patron. Parce que l'incendie, n'oublie pas, n'a pas pris à l'intérieur des locaux qui étaient ultra sécurisés contre l'incendie. Il ne pouvait pas y avoir d'incendie dans cette usine. Pourtant, il y en a eu un. Et personne n'en parle. Et d'ailleurs, vous évoquez rapidement, lors de cette crise des Gilets jaunes, une étrange loi des séries, de coïncidences, de choses, d'événements qui survenaient et qui, comme par hasard, arrivaient à étouffer l'actualité nationale. Enfin, bon, les téléspectateurs auront à cœur de lire votre ouvrage. Et écoutez, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, c'est « La France en flammes, des Gilets jaunes à Notre-Dame de l'Apocalypse ». Édition des Cimes. L'Apocalypse étant, au sens étymologique, la révélation, le dévoilement. Et l'incendie de Notre-Dame dévoile l'état de déshérence et même de délabrement de la nation France. Merci Jean-Michel Vernochet. À bientôt. Merci à vous, Pierre.